Mon nom est Nathalie Caldwell, et j'étais debout à côté des cercueils de mes parents quand mon oncle s'est penché vers moi et a murmuré « Demain, tu dois quitter la maison. La propriété des Caldwell reste avec les hommes Caldwell. C'est comme ça depuis toujours. » 2 jours après leurs funérailles, j'ai trouvé mes affaires jetées sous la pluie. Mais voici ce que l'oncle Terence ne savait pas. Ma mère avait passé 8 ans à préparer ce moment précis. 8 ans de réunions secrètes avec des avocats. 8 ans à construire quelque chose qu'il ne pouvait pas toucher. Avant de vous dire ce qui s'est passé lors de la lecture du testament, laissez-moi vous ramener au début. Au jour où tout s'est terminé et où, d'une certaine manière, tout a commencé. La pluie a commencé pendant l'éloge funèbre. L'église épiscopale Saint-Andrew de Hartford avait connu des jours meilleurs. Le genre de vieille église du Connecticut avec des vitraux qui projetaient des ombres colorées sur les bancs en bois usés. Mes parents se sont mariés ici en 1996. Maintenant, 29 ans plus tard, 80 personnes remplissaient ces mêmes bancs pour leur dire au revoir. J'étais assise au premier rang, ma robe noire encore humide de la marche depuis la voiture, un mouchoir froid s'est glissé dans ma manche. Le mouchoir était là depuis la présentation ce matin-là, quand je m'étais effondré en regardant les mains de ma mère. Des mains qui avaient tenu les miennes à travers chaque cauchemar d'enfance, chaque chagrin d'adolescente, chaque moment où je pensais que je n'étais pas assez bien. Ses mains étaient croisées maintenant sur sa poitrine, parfaitement immobile. C'est faux. Tout cela était faux. L'oncle Terence se tenait au pupitre, son costume Hugo Boss parfaitement ajusté, sa voix portant ce ton particulier d'un homme qui croit en sa propre performance. Il parlait depuis 7 minutes de mon père. Denzel Caldwell était un homme de principe, disait Terence, sa Rolex attrapant la lumière alors qu'il faisait des gestes. Il a construit son entreprise de construction à partir de rien. Il croyait au travail acharné, à la famille, à la tradition. Il m'a tout appris sur ce que signifie être un homme Caldwell. J'ai senti la main de ma grand-mère se serrer sur la mienne. Patricia, la femme de Terence, était assise dans l'allée opposée dans une robe Chanel noire, son téléphone face contre terre sur ses genoux, mais ses doigts tressaillaient vers lui toutes les quelques secondes. Elle l'avait vérifié 2 fois pendant la prière d'ouverture. Denzel savait, a poursuivi Terence, que certaines choses méritent d'être préservées, que l'héritage compte, que le nom Caldwell signifie quelque chose. Il a finalement mentionné ma mère 2 fois. Et Jennifer, sa femme dévouée, qui l'a soutenue dans tout. C'était tout. Jennifer, la femme dévouée. Pas Jennifer, qui avait survécu à 2 ans de chimiothérapie. Pas Jennifer, qui s'était occupée d'un jardin de lavande chaque matin pendant 28 ans. Pas Jennifer, qui avait maintenu cette famille unie pendant que mon père construisait son entreprise, ses principes et sa croyance que les fils comptaient plus que les filles. Juste Jennifer, la femme dévouée. Je voulais me lever. Je voulais crier. Je voulais dire à tout le monde que ma mère avait été plus que de la dévotion, plus que du soutien, plus que la femme silencieuse derrière le nom Caldwell. Mais grand-mère Dorothy a serré ma main plus fort, et quand je l'ai regardée, elle a secoué légèrement la tête. Ses yeux disaient, « Pas encore. » Attends. Je ne comprenais pas ce que j'attendais. Le service s'est terminé. Les gens ont défilé en offrant des condoléances qui se confondaient. Votre père était un homme bon. Votre mère était si douce. Vous devez être dévasté. J'ai souri. Je les ai remerciés. J'ai accepté leur sympathie tout en ne ressentant rien d'autre qu'un vide épuisant qui n'avait rien à voir avec le deuil et tout à voir avec les 28 années que j'avais passées à essayer d'avoir de l'importance dans une famille qui avait décidé avant ma naissance que les filles n'en avaient pas. J'acceptais un câlin de Madame Henderson, notre ancienne voisine, quand Terence est apparu à mon coude. Nathalie, a-t-il dit doucement, nous devons parler de la maison. Les fleurs de funérailles étaient encore fraîches. Ma mère était en terre depuis moins de 3 heures. Oncle Terence, ai-je dit, en gardant ma voix calme, nous n'avons même pas encore lu le testament. Le testament n'est que de la paperasse. Il a redressé sa cravate. Tu m'écoutes? Tu sais ce que ton père pensait de ces choses? Comment notre famille a toujours géré l'héritage? Je l'ai dévisagé. Nous étions debout dans le vestibule de l'église, les vitraux projetant des ombres rouges et bleues sur ses cheveux parfaitement coiffés. Derrière lui, Patricia nous observait, son expression indéchiffrable. Les fils héritent, a dit Terence comme s'il expliquait quelque chose de simple à un enfant.
C'est comme ça depuis toujours dans la famille Caldwell. Tu sais ça. Je sais que c'est ce que papa croyait. Ce n'est pas une question de croyance, Nathalie. C'est une question de tradition. C'est une question de garder les choses dans la famille. Il a adouci sa voix, essayant probablement de paraître raisonnable. Écoute, je comprends que c'est difficile. Tu vivais là, tu t'occupais des choses pendant que ta mère était malade. J'apprécie cela. Vraiment. Le mot apprécie venant d'un homme qui avait rendu visite à ma mère mourante 3 fois en 2 ans. Mais c'était ton choix, a-t-il poursuivi. Tu as choisi de mettre ta carrière entre parenthèses. Je n'ai pas mis ma carrière entre parenthèses. Je suis infirmière diplômée. Je travaillais de nuit pour pouvoir être là pendant ces traitements. C'est vrai, et c'était noble, mais cela ne change pas la réalité de la situation. Il a jeté un coup d'œil autour de lui, s'assurant que personne n'écoutait. La maison était celle de ton père. La succession était celle de ton père, et Denzel m'a très clairement dit à maintes reprises au fil des ans ce qu'il voulait. Ma gorge semblait serrée. Ce qu'il voulait. Je te donne une semaine, a dit Terence. C'est généreux compte tenu du fait que je pourrais légalement prendre possession immédiatement. Une semaine pour sortir tes affaires. Trouve un endroit. Je t'aiderai même à chercher un appartement si tu en as besoin. Terence. La voix de grand-mère Dorothy a coupé ces mots comme un couteau dans la soie. Elle était apparue à côté de nous. Du haut de ses 81 ans et de son 1,60 m, elle occupait pourtant tout l'espace du vestibule. Peut-être pourrions-nous garder cette conversation pour après que nous ayons tous eu le temps de faire notre deuil. Dorothy. Le sourire de Terence n'atteignait pas ses yeux. Bien sûr. J'essaie juste d'aider Nathalie à prévoir. Personne ne veut que cela traîne et soit difficile. Non, a dit grand-mère doucement, j'imagine que non. Il y avait quelque chose dans son ton qui a fait vaciller le sourire de Terence, mais il s'est vite repris, nous a fait un signe de tête à toutes les deux, et est retourné là où Patricia attendait près de la porte. Je les ai regardés partir sans dire au revoir à personne. J'ai regardé Patricia se pencher et chuchoter quelque chose qui a fait se serrer la mâchoire de Terence. Je les ai vus monter dans leur BMW et s'éloigner. Grand-mère, ai-je dit, qu'est-ce qui vient de se passer? Elle a repris ma main, de la même manière qu'elle l'avait tenue toute la journée. Ta mère t'aimait plus que la lavande et le soleil, ma chérie. Tu te souviens? C'était une chose si étrange à dire, une chose si précise. Je ne savais pas alors que c'était une citation d'une lettre que je n'avais pas encore lue. Une lettre qui expliquerait tout. Je suis rentré du travail 2 jours plus tard pour découvrir que ma clé ne fonctionnait pas. C'était mercredi soir, juste après 19 h. J'avais fait un double service à Maplewood Senior Living parce que le deuil a ce don de vous donner envie d'être utile, d'être nécessaire, d'être tout sauf seul avec vos pensées. Madame Rosa m'avait tenu la main pendant ma pause déjeuner et m'avait parlé de la perte de sa propre mère. Monsieur Chin m'avait serré dans ses bras en disant « Tu as été une bonne fille ». J'avais tenu bon. J'avais été professionnel. J'avais fait mon travail. Et maintenant, je me tenais dans l'allée du 127 Maple Drive, la maison où j'avais grandi, la maison où j'avais passé les 2 dernières années à m'occuper de ma mère, et ma clé tournait dans une serrure qui ne la reconnaissait plus. J'ai essayé encore, confuse. Peut-être que le froid avait déformé quelque chose. Mars dans le Connecticut pouvait être brutal. Mais non, la serrure avait été changée. Le verrou aussi. Je suis resté là un moment, mon sac d'infirmière lourd sur l'épaule, essayant de comprendre ce que cela signifiait. Puis j'ai fait le tour de la maison jusqu'au garage. C'est là que j'ai trouvé ma vie. Des cartons empilés contre le mur du garage. Mes vêtements, mes livres, la boîte à recettes de ma mère qu'elle m'avait offerte à Noël dernier, mon diplôme d'infirmière encadré de l'UConn, tout ce que je possédais jeté dans des cartons emballés à la hâte. Et parce qu'il avait plu cet après-midi-là, une pluie froide et misérable qui correspondait parfaitement à la semaine passée, 2 des cartons étaient trempés. Je pouvais voir les dégâts causés par l'eau sur mon diplôme, l'encre qui coulait. 6 ans d'études, de double service dans un restaurant pour payer les frais de scolarité, de preuve que je pouvais le faire sans l'aide de mon père, réduit à un morceau de papier déformé dans un carton humide. À travers la fenêtre, je pouvais voir des lumières allumées à l'intérieur de la maison. Du mouvement dans le salon. Patricia est passée devant,
un verre de vin à la main, riant de quelque chose sur son téléphone. Elle m'a vu debout là sous la pluie, regardant mes affaires ruinées. Elle a souri, a vraiment souri, a levé son verre de vin dans un petit toast, et est partie. J'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé Terence. Mes mains tremblaient. De froid ou de rage, je ne savais pas. Il a répondu à la deuxième sonnerie, comme s'il attendait. Nathalie. Tu as changé les serrures. La maison est légalement la mienne, a-t-il dit, sans même faire semblant de s'excuser. J'ai fait vérifier par mon avocat ce matin. La succession de ton père, la maison de ton père. La décision de ton père. Je t'ai donné jusqu'à la fin de la semaine, mais Patricia et moi avons décidé qu'il serait plus facile de faire une coupure nette. Tu as jeté mes affaires sous la pluie. Je les ai fait emballer avec soin par une entreprise de déménagement. Si certains cartons ont été mouillés, c'est regrettable, mais ce n'est guère ma responsabilité. Sa voix avait ce tranchant maintenant. Celui qui signifiait qu'il avait fini d'être poli. Tu as 24 heures pour récupérer tes affaires avant que je ne les fasse enlever de la propriété. Enlever où? Ce n'est pas mon problème. Écoute, Nathalie, je sais que tu es contrariée, mais peut-être que si tu avais fait quelque chose de ta vie au lieu de jouer à l'infirmière pour des personnes âgées, tu ne serais pas dans cette situation. Jouer à l'infirmière. 2 ans de travail de nuit, 2 ans à tenir la main de ma mère pendant la chimiothérapie, 2 ans à nettoyer les vomissures, à changer les draps et à lui chanter les chansons qu'elle avait l'habitude de me chanter. 2 ans à la regarder se battre, souffrir et survivre pour finalement la perdre à cause d'un chauffeur de camion qui s'était endormi sur l'île 95. Jouer à l'infirmière. Je vois, ai-je dit doucement. Bien. Je suis content que nous nous comprenions. 24 heures. Il a raccroché. Je suis resté là dans l'herbe mouillée à côté de mes cartons d'affaires ruinés, et je n'ai pas pleuré. J'étais trop fatigué pour pleurer. Au lieu de cela, je me suis assise et j'ai commencé à fouiller dans les cartons, cherchant ce qui pouvait être sauvé. C'est là que je l'ai trouvé. Une boîte des affaires de ma mère, des objets que Terence avait dû supposer être des déchets, ses gants de jardinage usés par des années d'entretien de sa lavande, quelques photographies d'elle jeune femme avant de rencontrer mon père, un recueil de poésie qu'elle avait aimé, et au fond, une enveloppe crème avec mon nom écrit de son écriture tremblante. Pour Nathalie, quand le moment sera venu. Mon souffle s'est coupé. Je connaissais cette écriture. C'étaient les lettres qu'elle avait formées pendant la chimiothérapie quand ses mains tremblaient à cause des médicaments. Je l'avais regardé essayer d'écrire des cartes de Noël l'année dernière, je l'avais regardé s'énerver quand le stylo ne voulait pas coopérer. Elle avait écrit cela pendant qu'elle était malade. Elle savait que cela arriverait. Je ne l'ai pas ouverte. Pas là, assise sur la pelouse mouillée de la maison qui était censée être la mienne. Je ne pouvais pas. Au lieu de cela, j'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé la seule personne à laquelle je pouvais penser. Diane Foster a répondu à la 3e sonnerie. Nathalie, tout va bien? Non, ai-je dit, et ma voix a finalement craqué. Non, tout ne va pas bien. Tu peux? J'ai besoin. Où es-tu? La maison de mes parents, mon ancienne maison. Je n'y reste pas. J'arrive. 20 minutes. Elle est arrivée en 18. Diane s'est garée dans sa Honda Odyssey, a jeté un coup d'œil à moi, au carton et à la maison avec Patricia visible à travers les fenêtres allumées et a dit « Monte. On s'occupera de tes affaires plus tard. Pour l'instant, tu viens avec moi. Je ne peux pas juste tout laisser. Si, tu peux, et tu vas le faire, parce que tout ce qui est dans ces cartons ne vaut pas une hypothermie. » Elle a ouvert l'arrière de son van. Aide-moi à charger ce qu'on peut mettre dedans. Le reste attendra demain. Nous avons travaillé en silence, chargeant les cartons dans son van. Les mouillés, nous les avons laissés, parce que à quoi bon? Quand nous avons fini, j'ai jeté un dernier regard à la maison. Ma maison, la maison que ma mère avait transformée en foyer, la maison où elle avait planté de la lavande chaque printemps, préparé les dîners du dimanche et m'avait dit que j'étais assez, même quand le silence de mon père disait le contraire. Patricia était toujours visible dans le salon, téléphone à l'oreille, riant. « Allez » a dit Diane doucement. « Allons-y. » L'appartement de Diane était petit, un 2 pièces dans un complexe de Hartford qui avait connu de meilleures décennies, mais il était chaud et sec,
et quand elle m'a tendu une tasse de thé et une couverture et m'a dit de m'asseoir, j'ai senti quelque chose dans ma poitrine enfin se détendre. « Tu veux en parler ?» a-t-elle demandé. J'ai secoué la tête. Pas encore. J'ai besoin. Il y a quelque chose que je dois lire d'abord. L'enveloppe était posée sur la table basse où je l'avais placée, couleur crème et d'une manière ou d'une autre menaçante. Diane m'a vu la regarder. Ta maman ? Je crois. Je l'ai trouvée dans une boîte de ses affaires. Je l'ai ramassée, j'ai senti son poids. Il y avait autre chose à l'intérieur à part du papier. Quelque chose de petit et dur. Diane s'est installée dans le fauteuil en face de moi. Tu veux que je te laisse seule ? Non. Reste, s'il te plaît. Mes mains tremblaient en ouvrant l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une lettre écrite sur cette papeterie coûteuse que ma mère gardait dans le tiroir de son bureau, le genre qu'elle n'utilisait que pour les choses importantes. Et en dessous, une carte de visite, Evelyn Cole, avocate en droit des successions, Harrison & Cole, Hartford, Connecticut. J'ai mis la carte de côté et j'ai déplié la lettre. L'écriture était pire que dans mes souvenirs. Elle a dû écrire cela pendant l'une des mauvaises semaines où la chimiothérapie rendait tout plus difficile. Ma chère Nathalie, si tu lis ceci, alors ce que je craignais est arrivé. Ton père et ton oncle t'ont montré exactement qui ils sont. Je veux que tu saches, je l'ai vu. Je l'ai toujours vu. Je ne pouvais pas changer ton père. Dieu sait que j'ai essayé, mais je pouvais te protéger. Il y a 8 ans, quand tu as été accepté à l'école d'infirmière et que Denzel a dit « Les filles n'ont pas besoin d'éducation coûteuse », j'ai pris une décision. Je suis allé voir Evelyn Cole. Nous avons commencé à planifier. Chaque mois, quand je disais à ton père que j'allais à des rendez-vous chez le médecin, je rencontrais Evelyn. Chaque fois que Denzel donnait de l'argent à Terence pour son entreprise, je mettais de l'argent de côté pour toi. Chaque fois qu'il te disait que tu n'étais pas assez, j'ajoutais un autre document à ton dossier. Je sais que tu souffres en ce moment. Je sais que Terence a probablement pris la maison, probablement t'a mise à la porte, probablement t'a fait sentir que tu n'es rien, mais bébé, tu n'es pas rien. Tu ne l'as jamais été. Contacte Evelyn. Elle a tout ce dont tu as besoin. Tous les papiers, toutes les dispositions, tout ce que je ne pouvais pas te donner pendant que j'étais en vie. Tu n'es pas un fardeau. Tu ne l'as jamais été. Tu es la meilleure chose que j'ai jamais faite. Je t'aime plus que la lavande et toutes les bonnes choses. Maman. PS. Ne fais pas confiance à Terence. Demande à Evelyn à propos des questions que j'ai fait enquêter. Demande-lui à propos des dossiers de l'hôpital général de Hartford, 1973. Demande-lui pourquoi il n'y a pas de certificat de naissance pour Terence Caldwell à l'hôpital où il prétend être né. Je l'ai lu 3 fois avant que les mots prennent un sens. 8 ans. Elle avait planifié cela pendant 8 ans. Tous ces rendez-vous médicaux. Tous ces après-midi où elle m'avait demandé de la conduire à Hartford et d'attendre dans la voiture. J'avais pensé qu'elle gérait des factures médicales, de la paperasse d'assurance, des choses trop ennuyeuses pour m'y impliquer. Elle me construisait un avenir. Nathalie. La voix de Diane semblait venir de loin. Qu'est-ce que ça dit ? Je lui ai tendu la lettre, incapable de parler. Diane l'a lu en silence, son expression passant de la confusion à la compréhension à quelque chose comme de l'admiration. Quand elle a fini, elle a regardé la carte de visite, puis m'a regardé. Ta mère était une femme formidable. Un son est sorti de moi qui aurait pu être un rire ou un sanglot. Elle n'a jamais rien dit, pas une seule fois en 8 ans. Parce que si elle l'avait fait, quelqu'un aurait essayé de l'arrêter. Diane a posé la lettre avec précaution. Nathalie, tu comprends ce que cela signifie ? Elle t'a laissé quelque chose. Quelque chose que Terence ne peut pas toucher. Mais quoi ? Qu'est-ce qu'elle pouvait avoir que papa ne contrôlait pas ? Je ne sais pas, mais cette Evelyn Cole le saura. Diane a ramassé la carte de visite. Il est presque 20 heures. Trop tard pour appeler ce soir. Mais demain matin ? Non. Je lui ai pris la carte maintenant. J'appelle maintenant. Le numéro est tombé sur la messagerie vocale, prévisible à 20 h un mercredi, mais l'enregistrement disait « Vous avez contacté Evelyn Cole chez Harrison & Cole. S'il s'agit d'une affaire de succession urgente,
veuillez appuyer sur 1 pour atteindre notre service de réponse. J'ai appuyé sur 1. Une femme a répondu. Professionnel, efficace. Service de réponse Harrison et Cole. Mon nom est Nathalie Caldwell. J'ai besoin de parler avec Evelyn Cole au sujet de la succession de ma mère, Jennifer Caldwell. Une pause. Un instant, s'il vous plaît. La musique d'attente a joué pendant moins de 30 secondes avant que ça ne se coupe et qu'une nouvelle voix ne rejoigne la ligne. Plus âgée, assurée. Madame Caldwell, ici Evelyn Cole. J'attendais votre appel. Mon souffle s'est coupé. Vous faisiez quoi? Ta mère a laissé des instructions très précises. Si tu ne me contactais pas dans la semaine suivant son décès, je devais te contacter, mais j'avais le sentiment que tu trouverais la lettre plus tôt que cela. Une pause. Je suis vraiment désolé pour ta perte, Nathalie. Jennifer était une femme exceptionnelle. Vous la connaissiez? Je l'ai connue pendant 8 ans. Nous nous rencontrions tous les mois. Elle était l'une des clientes les plus déterminées que j'ai jamais représentées. La voix d'Evelyn s'est adoucie. J'imagine que tu as des questions. Je ne sais même pas quelles questions poser. Alors laisse-moi te dire ce qui va se passer ensuite. Il y a une lecture formelle du testament prévue pour jeudi prochain à 14 h. Les testaments de tes 2 parents doivent être lus ensemble. Terence a déjà été prévenu. J'aimerais que tu sois présente. Je ne comprends pas. Si papa a tout laissé à Terence. Le testament de ton père ne représente qu'une partie de la succession combinée de tes parents, a dit Evelyn avec précaution. La succession de ta mère est séparée et substantiellement différente. La pièce semblait basculer. Différente. Comment? C'est quelque chose que je préférerais discuter en personne avec toutes les parties présentes. Mais Nathalie, j'ai besoin que tu me fasses confiance jusqu'à ce moment-là. Tu peux faire ça? J'ai regardé Diane, qui m'observait avec des yeux écarquillés. Peu importe ce que dit Terence, a poursuivi Evelyn, peu importe ce qu'il menace, ne réagis pas. Ne signe rien. Attends juste. Tu peux faire ça pour moi? Pour ta mère? J'ai pensé à la lettre, aux 8 ans de planification secrète, à ma mère, que je croyais juste en train de survivre, alors qu'elle me préparait. Oui, ai-je dit. Je peux attendre. Bien. Je te vois jeudi à 14 h. Harrison et Cole, au centre-ville de Hartford, le Brownstone sur Asylum Street. Elle a raccroché. Je suis resté là à tenir le téléphone, Diane me fixant, la lettre de ma mère sur la table basse entre nous. Qu'est-ce qu'elle a dit? A demandé Diane. Elle a dit que la succession de ma mère est séparée de celle de mon père. Elle a dit que c'est différent. Substantiellement différent. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. J'ai ramassé la lettre à nouveau, relu le post-scriptum sur Terence et l'hôpital général de Hartford, mais je pense que cela signifie que ma mère savait des choses. Des choses qu'elle n'a jamais dites à personne. Dehors, la pluie avait recommencé, tapotant contre les fenêtres du petit appartement de Diane. J'ai pensé à Patricia dans ma maison en train de boire du vin, à Terence changeant les serrures avant que mes parents soient froids dans le sol, aux 28 années passées à me faire dire que je n'avais pas d'importance. Et j'ai pensé à ma mère rencontrant un avocat chaque mois pendant 8 ans, construisant quelque chose en secret, me protégeant de la seule façon qu'elle connaissait. Qu'est-ce que je fais jusqu'à jeudi? Ai-je demandé. Diane a souri. Tu attends, et tu les laisses penser qu'ils ont gagné. L'appel est arrivé 3 jours avant la lecture du testament à 22 h un lundi soir. J'étais assise dans la cuisine de Diane en essayant d'étudier pour mon examen de recertification et échouant à absorber quoi que ce soit. Le nom de Terence s'est affiché sur l'écran de mon téléphone et mon estomac s'est noué. Diane, qui préparait du thé, a vu mon expression. Ne réponds pas. Je dois. Vraiment pas. Mais je l'ai fait parce que peu importe ce que Terence voulait, il valait mieux savoir que de s'interroger. J'ai répondu. Oncle Terence? Nathalie. Sa voix était différente, amicale, presque chaleureuse, ce qui était d'une certaine manière pire qu'hostile. J'ai réfléchi à notre situation, au fait que nous soyons en désaccord comme ça. Ce n'est bon pour personne. J'ai attendu. Je sais que j'aurais pu gérer les choses mieux, a-t-il poursuivi.
Le timing, la façon dont j'ai procédé. Tu as raison d'être contrarié. J'ai été insensible. L'excuse semblait répétée. J'imaginais Patricia le coacher, lui disant quoi dire. Je veux arranger ça. J'ai rédigé un accord simple. Tu signes en renonçant à toute réclamation pour contester la succession, et en échange, je te donne 15 000 $ en espèces. Coupure nette, pas de rancune. Assez pour t'installer quelque part de sympa. 15 000 $ pour la maison où j'ai grandi. Pour 2 ans à m'occuper de ma mère alors qu'il ne passait que 3 fois. Pour chaque rejet, chaque offense, chaque moment où mon père et son frère m'ont fait sentir que je prenais de l'espace qui aurait dû appartenir à quelqu'un de plus méritant. Non, ai-je dit. Nathalie, sois raisonnable. Tu ne vas rien gagner devant les tribunaux. Le testament de papa est très clair. Tout ce que tu feras, c'est dépenser de l'argent en avocat et faire traîner ça pendant des mois. Prends l'argent. Recommence à zéro. J'ai dit, non, oncle Terence. Sa voix s'est durcie instantanément. Tu fais une erreur. Tu le sais, n'est-ce pas? Une énorme erreur. C'est mon choix à faire. Est-ce vrai? Parce que d'où je suis assis, tu n'as pas de choix. Tu n'as pas de maison. Tu n'as pas de soutien familial. Tu es une infirmière de 28 ans vivant sur un canapé, et tu es sur le point d'aller à l'encontre d'un testament qui est en place depuis des années. Il a fait une pause. J'essaie de t'aider à éviter l'embarras, Nathalie. J'essaie de te donner une porte de sortie avec une certaine dignité. Dignité? De la part de l'homme qui avait jeté mes affaires sous la pluie? Je te verrai à la lecture du testament, oncle Terence. Bien. Il a pratiquement craché le mot. Mais souviens-toi de cette conversation quand tu sortiras de cette pièce avec rien. Souviens-toi que j'ai essayé d'être généreux. Ce qui se passera ensuite est de ta faute. La ligne a été coupée. J'ai posé le téléphone avec des mains tremblantes. Diane a posé une tasse de thé devant moi. Qu'est-ce qu'il voulait? Il m'a offert 15 000 pour signer un renoncement à tout droit de contestation. 15 000? Elle a sifflé. Il a peur. Ou il essaie de m'acheter à bas prix. Non. Diane s'est assise en face de moi, a sorti son propre téléphone. Quelqu'un qui est confiant ne fait pas d'offre. Ils attendent la lecture du testament et laissent la paperasse parler d'elle-même. Elle a commencé à taper. Comment s'appelle son entreprise? Caldwell Property. Pourquoi? Ses doigts volaient sur l'écran de son téléphone. Après un moment, ses yeux se sont agrandis. Oh. Oh waouh. Quoi? Elle a tourné son téléphone vers moi. Sur l'écran se trouvait un article de presse d'il y a 3 mois, un promoteur local fait face à une saisie sur une propriété de Greenwich. J'ai parcouru l'article. Le nom de Terence apparaissait plusieurs fois. Tout comme l'expression investissement avec des pertes significatives et dettes croissantes. Continue de lire, a dit Diane. Un autre article d'il y a 2 mois, la perte d'investissement de 800 000 $ de Caldwell Property soulève des questions. Et un autre d'il y a 1 mois, un couple de Greenwich fait défaut sur son hypothèque. J'ai levé les yeux vers Diane. Il est fauché. Pas juste fauché, il se noie. Regarde l'Instagram de Patricia. Je l'ai ouvert sur mon téléphone. Le flux de Patricia, habituellement plein de sacs de créateurs, d'ouvertures de galeries et de photos de leur maison de Greenwich, avait changé. Les publications récentes ne parlaient que de minimalisme, de trouver du contentement dans la simplicité et de la joie de réduire la voilure code pour nous ne pouvons plus nous permettre notre style de vie. Il ne veut pas juste la maison, ai-je dit lentement. Il en a besoin. Il compte sur la succession de papa pour le sauver. Ce qui signifie, a dit Diane, qu'il a probablement déjà dit aux créanciers qu'il recevait un héritage. Probablement déjà fait des promesses basées sur de l'argent qui, selon lui, arrivait. J'ai pensé au désespoir de Terence au téléphone, au sourire de Patricia à travers la fenêtre, à la façon dont ils m'avaient tous deux observé aux funérailles, en calculant. Ils n'étaient pas juste avides. Ils étaient désespérés. Et les gens désespérés font des choses terribles. Evelyne m'a dit de ne pas réagir, ai-je dit. De ne rien signer, juste d'attendre. Alors c'est ce que tu fais. Diane a serré ma main. Je dis,
c'est dans 3 jours. Tu peux attendre 3 jours. J'ai ramassé la lettre de ma mère, je l'ai relue. Ne fais pas confiance à Terence. Maman avait su. D'une manière ou d'une autre, elle avait su. À propos de quoi est ce post-scriptum? A demandé Diane. Les dossiers de l'hôpital? Je l'ai lu à voix haute. Demande-lui à propos des dossiers de l'hôpital général de Hartford, 1973. Demande-lui pourquoi il n'y a pas de certificat de naissance pour Terence Caldwell à l'hôpital où il prétend être né. Nous nous sommes regardés. C'est étrangement spécifique, a dit Diane. Maman n'écrivait pas des choses qu'elle ne pensait pas. Alors, qu'est-ce que tu penses que ça signifie? J'ai pensé au désespoir de Terence à être reconnu comme un Caldwell, à la façon dont il s'accrochait au nom de famille, à la tradition, à l'idée qu'il méritait tout à cause de son genre. Je pense, ai-je dit lentement, que ma mère a découvert quelque chose sur Terence, quelque chose dont il ne sait pas que quiconque est au courant. Et elle voulait que tu aies cette information, ou elle voulait qu'Evelyn l'ait. J'ai regardé mon téléphone pour l'heure. 3 jours. Je peux attendre 3 jours. Mais en le disant, je me suis demandé ce que ma mère avait découvert d'autre en 8 ans de planification secrète. Ce qu'elle avait laissé d'autre pour que je le trouve. Et je me suis demandé si Terence avait une idée de ce dans quoi il s'embarquait. Jeudi, le matin de la lecture du testament, j'ai visité la tombe de ma mère. Hartford Memorial Gardens est assis sur une colline surplombant la rivière Connecticut, le genre de vieux cimetière où des anges en marbre veillent sur des parcelles datant des années 1800. Les tombes de mes parents étaient dans la section plus récente, côte à côte sous un chêne qui serait magnifique en été. Maintenant, fin mars, ce n'était que des branches, de la boue et les dernières plaques de neige têtue. J'avais apporté de la lavande du jardin de ma mère. J'étais retourné à la maison hier avec Diane en renfort, ayant l'intention de juste récupérer mes derniers cartons. Mais quand j'avais vu le jardin de maman, quelque chose en moi s'était brisé. La plupart des plantes étaient mortes ou dormantes. Mais là, dans le coin où la clôture bloquait le pire du vent d'hiver, quelques tiges avaient survécu. Une nouvelle croissance, violette, verte et fragile. Je les avais coupées avec précaution, apportées avec moi. Maintenant, je m'agenouillais dans l'herbe mouillée et les plaçais sur la tombe de ma mère. Et, maman, ai-je dit doucement. Je sais que tu ne peux pas m'entendre, ou peut-être que tu peux. Je ne sais pas comment tout cela fonctionne. Un oiseau a appelé quelque part dans les arbres. Les bruits de la rivière montaient la colline. J'ai lu ta lettre. Toute, en fait. Tu m'en as écrit 3. Tu savais ça? Une dans la boîte que tu as laissée, une qu'Evelyn a pour après la lecture, et une qui est apparemment pour plus tard. Evelyn ne voulait pas me dire quand plus tard est. J'ai tracé mes doigts sur son nom sur le marqueur temporaire. La pierre permanente ne serait pas prête avant un autre mois. Jennifer Eleanor Caldwell, 1969 à 2025. Mère bien-aimée. Ils s'étaient disputés sur l'inscription. Terence avait voulu qu'il soit écrit épouse et mère bien-aimée. J'avais insisté sur juste mère. C'était la première bataille que j'avais gagnée. Je ne sais pas ce que tu m'as laissé, ai-je poursuivi. Evelyn ne veut pas me le dire. Elle dit que je dois l'entendre avec Terence là, que tu voulais qu'il en soit ainsi. Mais maman, j'ai peur. Et si ce n'était rien? Et si tout cela, la planification, les secrets? Et si papa avait découvert et avait tout changé? Le vent s'est levé, portant l'odeur de terre mouillée et du début du printemps. Terence m'a offert 15 000 $ pour m'en aller, pour signer des papiers disant que je ne contesterais rien. Une partie de moi voulait le prendre. Non pas parce que c'est assez. Ce ne l'est pas. Mais parce que je suis fatigué, maman. Je suis si fatigué de me battre. D'essayer de prouver que j'ai de l'importance, de sentir que je suis toujours à un pas de me faire dire que je ne suis pas assez. J'ai essuyé mes yeux. Je n'avais pas voulu pleurer. Mais ensuite je me souviens de toi. Je me souviens de la façon dont tu te réveillais tôt pour t'occuper de ce jardin. Même quand tu étais malade, même quand la chimiothérapie te rendait si fatigué que tu pouvais à peine tenir debout, tu sortais là et tu arrachais les mauvaises herbes et arrosais la lavande comme si c'était la chose la plus importante au monde. J'ai ramassé l'une des tiges que j'avais apportées, je l'ai tenue contre mon nez. Le parfum était faible mais indéniable. Je ne t'ai jamais demandé pourquoi la lavande.
J'aurais aimé le faire. J'aurais aimé te demander beaucoup de choses. Mon téléphone a vibré. Diane, je te récupère dans 30. Tu vas bien? J'ai répondu, au cimetière. Sois prête. Je dois y aller, ai-je dit à la tombe, à ma mère, à l'air. La lecture est à 14 heures. Evelyne dit que tu as préparé cela, que tu as pensé à tout. J'espère que tu as raison, maman, parce que je ne sais pas si je suis assez forte pour faire ça toute seule. Je me suis levé, et épousseté l'herbe mouillée de mon jean. Je t'aime, ai-je dit. Je t'aime plus que la lavande et toutes les bonnes choses. C'est ce que tu avais l'habitude de dire, n'est-ce pas? Je vais essayer de m'en souvenir quand les choses deviennent difficiles aujourd'hui. Je vais essayer de me souvenir que tu pensais que je valais la peine d'être protégé. Je me suis retourné pour partir, puis je me suis arrêté. Encore une chose. Et maman, au sujet de Terence et des dossiers médicaux de l'hôpital, quoi que tu aies découvert, quoi que tu aies voulu que je sache, j'espère que c'est suffisant. J'espère que c'est suffisant pour leur faire enfin comprendre que je ne suis pas rien, que je ne l'ai jamais été. Le trajet du cimetière au centre-ville de Hartford a pris 20 minutes. Diane conduisait pendant que j'étais assise sur le siège passager, essayant de calmer mon cœur qui battait la chamade. Tu as l'air bien, a dit Diane. Professionnel. J'avais mis ma plus belle tenue, une robe bleu marine que je gardais habituellement pour les entretiens d'embauche, associée au blazer que Diane m'avait prêté. Mes tenues d'infirmière étaient plus confortables, plus moi, mais Evelyne m'avait suggéré d'avoir l'air soigné. Tu vas entrer dans une pièce avec des gens qui t'ont sous-estimé toute ta vie, m'avait-elle dit lorsque nous avions parlé hier. Laisse-les voir qui tu es vraiment. Et s'il n'y a rien, ai-je demandé à Diane maintenant. Et si maman avait surestimé ce qu'elle pouvait faire? Alors tu sortiras de là la tête haute et tu bâtiras ta propre vie de toute façon, comme tu le fais depuis le début. Diane m'a jeté un coup d'œil. Mais Nathalie, je ne pense pas que ta mère ait surestimé quoi que ce soit. Cette lettre n'a pas été écrite par quelqu'un qui devinait. Nous nous sommes garés devant Harrison et Cole à 13h45. Le bâtiment était exactement tel qu'Evelyne l'avait décrit, une maison en grès brun dans le quartier historique, une plaque en laiton étincelante, le genre de vieux cabinet d'avocats fortunés qui était probablement là depuis 100 ans. À travers la porte vitrée, je pouvais voir Terence et Patricia dans le hall. Terence faisait les 100 pas, vérifiant sa Rolex toutes les quelques secondes. Patricia était assise parfaitement immobile, son sac Chanel sur les genoux, l'expression vide. Ils avaient l'air nerveux. Prête, a demandé Diane. J'ai touché la montre Timex de ma mère à mon poignet. Je l'avais trouvée dans la boîte de ses affaires, elle donnait toujours l'heure. Le bracelet en cuir était craquelé par des années d'usure. Elle l'avait porté tous les jours, même après que mon père lui ait proposé d'en acheter une plus jolie. Je suis prête, ai-je dit. Nous sommes sortis de la voiture. J'ai rajusté ma robe, pris une inspiration, et c'est alors que j'ai vu la deuxième voiture se garer derrière nous, une Lincoln Town Car, le genre avec chauffeur. La porte arrière s'est ouverte et grand-mère Dorothy est sortie. Elle portait une robe bleu marine, ses cheveux argentés parfaitement attachés, et à sa main droite, la bague en saphir que j'avais admirée toute mon enfance. Elle m'a vu et a souri. « Bonjour, ma chérie », a-t-elle dit. « J'espère que cela ne te dérange pas que je sois venu. Ta mère m'a demandé d'être là. » Terence était apparu dans l'encadrement de la porte, son expression passant de nerveuse à confuse, puis à quelque chose ressemblant à de la peur. « Dorothy, a-t-il dit, je ne savais pas que tu étais. Pourquoi es-tu? Jennifer voulait que je sois là, a dit simplement grand-mère. Elle a pris mon bras et l'a passé dans le sien. On y va, Nathalie? Ensemble, nous avons marché vers la porte, vers Terence et Patricia et tout ce que ma mère avait laissé derrière elle. Et alors que nous montions les marches, grand-mère a serré mon bras et a murmuré, ta mère était la femme la plus intelligente que j'ai jamais élevée. Fais-lui confiance, ma chérie. Fais-lui entièrement confiance. La porte de Harrison et Cole s'est ouverte. À l'intérieur, Evelyn Cole attendait, un dossier à la main et un léger sourire aux lèvres. Mademoiselle Caldwell, a-t-elle dit. Bienvenue. Nous vous attendions. La salle de conférence chez Harrison et Cole avait une table en acajou assez longue pour accueillir 12 personnes, bien que nous n'étions que 6. La lumière de l'après-midi filtrait à travers de grandes fenêtres,
capturant les grains de poussière dans l'air et donnant à tout l'impression d'être en suspens, en attente. Evelyn Cole était assise au bout de la table, parfaitement composée dans un tailleur anthracite, ses cheveux argentés relevés en un élégant chignon. À sa droite était assise Sarah Mitchell, une femme plus jeune qui avait été présentée comme assistante juridique et témoin. Nous nous sommes installés avec une distance prudente. Terence a pris le siège le plus proche d'Evelyn, une manœuvre de pouvoir pour marquer son territoire. Patricia était assise à côté de lui, ses ongles manucurés tapant contre la table dans un rythme nerveux qu'elle ne réalisait probablement pas. Grand-mère Dorothy était assise à côté de moi, sa présence solide et rassurante. En face de nous, Terence ne cessait de la regarder avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer. De la confusion, peut-être, ou de l'inquiétude. Merci à tous d'être venus, a commencé Evelyn, sa voix claire et professionnelle. Avant de commencer, je tiens à noter que nous allons lire 2 testaments aujourd'hui, le testament de Denzel Caldwell et le testament de Jennifer Caldwell. Ce sont des documents distincts avec des dispositions distinctes. 2 testaments? Patricia a froncé les sourcils. Pourquoi est-ce important? Tout était en copropriété. L'expression d'Evelyn n'a pas changé. Pas tout, en fin de compte. J'ai senti la main de grand-mère trouver la mienne sous la table et la serrer. Terence a réajusté sa Rolex avec ce geste machinal que j'avais vu 1000 fois. Très bien, finissons-en. Lisez d'abord le testament de papa. Très bien. Evelyn a ouvert le premier dossier et a retiré plusieurs pages. La salle est devenue silencieuse. C'était le moment. Evelyn a lu les dispositions standards, nomination des exécuteurs testamentaires, paiement des dettes, instructions pour les funérailles. La voix de mon père semblait résonner à travers ces mots, ce ton de certitude particulier qu'il avait toujours eu, le ton de quelqu'un qui savait exactement comment le monde devait fonctionner. Puis elle est arrivée à la répartition des actifs à mon frère, Terence Robert Caldwell. Je lègue 60% de mes biens personnels, y compris mon véhicule, mes outils et équipements d'atelier, et ma part de tous les comptes financiers détenus conjointement avec ma femme, Jennifer. Terence a hoché la tête lentement, la satisfaction se propageant sur ses traits. 60%, pas les 70% qu'il avait probablement attendus, mais assez proches. À ma fille, Nathalie Lynn Caldwell, je lègue 40% de mes biens personnels restants. J'ai cligné des yeux. 40%. Je m'attendais à des montants symboliques, peut-être 10 ou 15%. Quelque chose pour éviter de paraître totalement sans cœur, mais assez petit pour faire passer le message. 40% des actifs restants, a murmuré Patricia, en faisant le calcul. Après les dettes et les dépenses, donc en gros les comptes de papa totalisaient environ 95 000 $, a dit Terence, sa voix ayant pris ce ton magnanime, celui qui signifiait qu'il pensait être généreux. Après les frais de succession, tu obtiendras peut-être 38 000 $. Nathalie, c'est plus que ce à quoi je m'attendais de la part de papa, honnêtement. Il m'a souri comme s'il me rendait service. L'emprise de grand-mère sur ma main s'est resserrée, mais sa voix est restée calme et contrôlée. Terence, peut-être pourrais-tu laisser l'avocate finir. Qui a-t-il à finir? Il s'est adossé à sa chaise, un bras drapé sur le dossier. La maison était à papa. L'argent était à papa. Je suis l'héritier principal. Nathalie reçoit un prix de consolation, ce qui est généreux vu les circonstances. Patricia avait sorti son téléphone, probablement déjà en train de calculer comment utiliser la part de Terence pour rembourser leurs dettes. En fait, a dit Evelyn, sa voix tranchant la satisfaction de Terence comme un scalpel. Il reste encore beaucoup à discuter. Quelque chose dans son ton a fait flancher le sourire de Terence. Le testament de Robert ne représente qu'une partie de la succession combinée de vos parents, a poursuivi Evelyn en fermant le premier dossier et en ouvrant le second. La succession de votre mère est séparée et nettement plus importante que celle de votre père. La salle est devenue très calme. Séparée? Terence s'est penché en avant. Qu'est-ce que vous entendez par séparée? Maman n'avait pas sa propre succession. C'était une femme au foyer. Tout ce qu'elle avait venait de papa. C'est inexact, monsieur Caldwell. C'est exact. Terence s'est levé comme si la taille pouvait lui donner de l'autorité. Je connais ma propre famille. Quel que soit le petit compte d'épargne que maman a pu avoir, cela ne change rien. Papa a clairement fait connaître ses volontés pendant des décennies. Le fils hérite.
La fille prend ce qu'on lui donne et est reconnaissante. Il s'est tourné vers moi, et le venin était de retour, tranchant et familier. C'est ce que j'essayais de t'épargner, Nathalie. Cet embarras. Tu es assise ici en espérant que maman t'ait laissé quelque chose de significatif. Quoi? Ces bijoux? Ces fiches de recettes? Ça n'a pas d'importance. La maison est toujours à papa. L'argent réel est toujours à papa. Et tu es toujours. Monsieur Caldwell, la voix d'Evelyne n'était pas forte, mais elle a interrompu Terence en pleine phrase. L'ordre était si inattendu que Terence a réellement obéi, se laissant retomber sur sa chaise. Je comprends que vous ayez des opinions sur la façon dont les actifs de vos parents devraient être distribués, a poursuivi Evelyne, son ton étant de l'acier enveloppé de soie. Mais il s'agit d'une procédure judiciaire, pas d'une dispute familiale. Le testament de votre mère contient des dispositions spécifiques qui prévalent sur vos suppositions. Si vous interrompez à nouveau, je vous demanderai de sortir, et vous pourrez recevoir les informations par écrit. Patricia a saisi le bras de Terence, lui murmurant quelque chose d'urgent. Il s'est rassis, la mâchoire serrée, la fureur rayonnant de lui par vagues. Evelyne a pris le second dossier avec un soin délibéré. Et maintenant, a-t-elle dit, nous abordons la question de la succession de Jennifer et Lelanard Caldwell. Dernière volonté et testament de Jennifer et Lelanard Caldwell, a lu Evelyne, sa voix mesurée et claire. Mis à jour il y a 18 mois, témoigné par moi-même et un notaire public du comté de Hartford. La testatrice a été évaluée par le docteur Sarah Hammond, psychiatre certifié, et déclarée pleinement capable d'exécuter ce document. Elle a regardé directement Terence et je l'ai vu venir avant même qu'il ne parle. Il y a 18 mois. Sa voix était tendue. Maman était en pleine chimio il y a 18 mois. Son jugement était compromis. Médicaments, stress. J'avais anticipé cette préoccupation, a répondu Evelyne calmement. Elle a produit un document et l'a fait glisser sur la table. C'est pourquoi j'ai l'évaluation écrite du docteur Hammond confirmant la pleine capacité cognitive de votre mère au moment de la signature. Puis elle a posé une clé USB sur la table. Le petit rectangle noir semblait aspirer tout l'air de la pièce. J'ai également une documentation vidéo de la signature elle-même, a poursuivi Evelyne. Votre mère ne voulait aucune ambiguïté. Elle s'est enregistrée en expliquant chaque décision dans ce document. La vidéo dure 34 minutes et est disponible pour examen si quelqu'un souhaite contester sa compétence. Le téléphone de Patricia avait cessé de bouger. Elle fixait la clé USB comme si elle allait exploser. C'est. Terence a dégluti. C'est très approfondi. Votre mère était une femme minutieuse, monsieur Caldwell. Les lèvres d'Evelyne se sont légèrement courbées. Maintenant, Madame Caldwell a laissé une lettre qu'elle a spécifiquement demandé que je lise à voix haute à toutes les personnes présentes. Elle a soulevé une seule page de papeterie couleur crème, le genre coûteux. Je l'ai reconnu immédiatement, le papier spécial de ma mère, celui qu'elle gardait dans le tiroir de son bureau pour la correspondance importante. L'écriture était tremblante mais délibérée, écrite pendant la chimio quand ses mains tremblaient. À ceux que j'aime, a lu Evelyne, et ma gorge s'est nouée. Si vous entendez cette lettre, alors je suis parti, et le moment que je redoutais est arrivé. Terence était devenu très immobile. Je vous aime tous. Je veux que vous le sachiez d'abord, mais l'amour ne me rend pas aveugle. Evelyne a fait une pause, levant les yeux vers nous pour s'assurer que nous écoutions. Nous écoutions. Aucun d'entre nous ne pouvait détourner le regard. Pendant 35 ans, j'ai vu Denzel favoriser Terence d'une manière dont il ne reconnaissait même pas son favoritisme. C'était simplement ainsi qu'il voyait le monde. Les fils comptent. Les filles servent. Je ne pouvais pas le changer. Croyez-moi, j'ai essayé. Mes mains tremblaient. L'emprise de grand-mère les a stabilisées. Quand Nathalie est née, Denzel a dit, peut-être que la prochaine fois nous aurons un garçon. J'ai tenu ma fille dans mes bras et je lui ai promis en silence qu'elle ne serait jamais une prochaine fois pour moi. Un son m'a échappé, moitié rire, moitié sanglot. Je n'avais jamais su cela. Jamais su que c'était ce qu'il avait dit quand je suis né. Evelyne a continué à lire, sa voix professionnelle portant les mots de ma mère dans la lumière. J'ai regardé Nathalie grandir en travaillant 2 fois plus dur pour la moitié de la reconnaissance. Je l'ai regardée payer elle-même ses études d'infirmière alors que Terence recevait tous les avantages.
Je l'ai regardé rentrer à la maison pour s'occuper de moi pendant les 2 pires années de ma vie. Changer mes draps quand j'étais trop malade pour bouger, tenir ma main pendant la chimiothérapie, me chanter les chansons que je lui chantais quand elle était bébé. Les larmes coulaient sur mon visage maintenant. Je n'ai pas essayé de les arrêter. Terence a rendu visite 3 fois. 3 fois en 2 ans. Patricia a émis un petit son étranglé. Je n'écris pas cela pour condamner mon beau-frère, a lu Evelyne. Je l'écris pour expliquer pourquoi j'ai fait les choix que j'ai faits. Les actifs que je laisse à Nathalie ne sont pas une récompense. Ce n'est pas du favoritisme. C'est l'équilibre que je ne pouvais pas fournir quand j'étais en vie. C'est ce qui lui était toujours dû. Le visage de Terence était devenu pâle, mais sa mâchoire était crispée. Si Terence entend cela et se sent en colère, je comprends. Mais je lui demande de réfléchir, pourquoi se sent-il en droit de tout avoir? Qui lui a appris cela? Et qu'a-t-il fait pour le mériter à paraître né de sexe masculin? Le silence dans la pièce était absolu. Evelyne a levé les yeux de la lettre. La lettre concluait par « Nathalie, ma chérie, tu n'es jamais un fardeau. Tu es mon cœur. Vis bien, sois heureuse, et ne laisse jamais personne te dire que tu ne mérites pas tout ce qu'il y a de meilleur. Avec tout mon amour, pour toujours, maman. » Je ne pouvais pas parler, je ne pouvais pas respirer. Grand-mère m'a glissé un mouchoir dans la main. Maintenant, a dit Evelyne doucement, posant la lettre avec révérence. Discutons de ce que votre mère vous a réellement laissé. D'abord, a dit Evelyne, en sortant un document du dossier. La maison. Terence s'est redressé. En fait, Evelyne a fait glisser le document sur la table. Ce n'était pas le cas. J'ai regardé Terence saisir le papier, ses yeux scannant frénétiquement. Il y a 5 ans, vos parents ont exécuté un transfert de titre de propriété. La propriété au 127 Maple Drive a été transférée de la copropriété au nom propre de Jennifer Caldwell. Quoi? Le mot est sorti étranglé. Pourquoi papa serait-il d'accord avec ça? Pour une protection contre la responsabilité, a expliqué Evelyne calmement. Votre père faisait face à un procès potentiel d'un client insatisfait à l'époque. Transférer la maison au nom de votre mère l'a protégé de tout jugement légal contre son entreprise. C'est une stratégie de planification successorale courante. Je n'ai jamais entendu parler d'aucun procès. Il a été réglé à l'amiable, mais le transfert de titre est resté. Velin a produit un autre document, ayant l'air officiel avec un sceau du comté. Ceci est l'acte enregistré des archives foncières du comté de Hartford, daté d'il y a 5 ans. La propriété, actuellement évaluée à 680 000 $, appartenait uniquement à votre mère. Le visage de Patricia avait pris une couleur étrange. Mais cela signifie, elle n'a pas pu finir la phrase. Cela signifie, a dit Evelyne en me regardant, que votre mère avait pleine autorité pour la laisser à qui elle choisissait. Et elle vous a choisi, Nathalie. La maison. Ma maison. La maison où j'avais grandi, où j'avais pris soin de maman, où Terence m'avait jeté comme des ordures 2 jours après les funérailles, elle avait été à moi depuis le début. Non. Terence a secoué la tête. Non, ce doit être une erreur. Papa a dit. Il a toujours dit. Ton père croyait ce qu'il voulait croire, a dit grand-mère Dorothy, sa voix tranchante comme du verre brisé. Jennifer lui a dit que le transfert de titre était temporaire pour le procès. Elle ne l'a jamais retransféré, et il n'a jamais vérifié. Je fixais l'acte, la signature de ma mère au bas, nette et délibérée. Elle avait planifié cela. Il y a 5 ans, elle planifiait déjà. De plus, a poursuivi Evelyne comme si elle n'avait pas juste fait exploser une bombe au milieu de la pièce. Il y a la question de la fiducie irrévocable. Quoi? Terence semblait avoir été frappé. Il y a 8 ans, votre mère a établi une fiducie irrévocable avec Nathalie comme seule bénéficiaire. Une fiducie irrévocable, une fois établie, ne peut être modifiée ou dissoute sans le consentement du bénéficiaire. Elle existe entièrement en dehors du processus d'homologation. Il y a 8 ans, Terence s'est tourné vers grand-mère Dorothy, son visage se crispant. Tu lui as donné l'argent. Tu lui as donné. J'ai donné à ma fille de l'argent qui m'appartenait, a dit Dorothy, imperturbable. Ce qu'elle en a fait était son affaire. La fiducie a été financée par un don de 450 000 $ de Madame Whitfield, a confirmé Evelyne.
Votre mère l'a investi prudemment dans des fonds indiciels au cours des 8 dernières années. La valeur actuelle, a-t-elle consulté ses notes, est d'environ 1 340 000 $. Patricia a émis un son comme si elle avait été frappée. 1,3 million de dollars? Ma mère, qui portait une montre Timex, cultivait ses propres légumes et n'achetait jamais rien dont elle n'avait pas besoin, m'avait tranquillement construit une fortune alors que je pensais à peine m'en sortir. C'est une fraude, a craché Terence. La connaissance de votre père est hors de propos, a dit Evelyne, sont-on toujours parfaitement égales? La fiducie a été légalement établie avec des fonds qui n'étaient jamais les siens. Il n'avait aucun droit dessus, et vous non plus, monsieur Caldwell. La clé USB était posée sur la table, 34 minutes de la voix de ma mère expliquant pourquoi elle avait fait ce qu'elle avait fait. 34 minutes que je regarderai plus tard, seul, quand je pourrai supporter de l'entendre parler à nouveau. Il y a un dernier actif, a dit Evelyne. Terence semblait pouvoir être malade. L'emprise de Patricia sur son bras était devenue blanche. Votre mère détenait une police d'assurance vie auprès de Northwestern Mutual évaluée à 550 000 $. Le bénéficiaire était désigné comme elle a fait une pause. Nathalie Lynn Caldwell uniquement. Mais je suis son. La voix de Terence a craqué. Je suis son neveu. Je suis la famille. Elle ne peut pas juste. Elle ne peut pas juste me laisser rien. Elle ne vous a pas laissé rien, monsieur Caldwell. Evelyne a sorti une dernière page. Le testament de votre mère précise que vous devez recevoir ses effets personnels, ses albums photos, sa collection de bijoux et une lettre qu'elle a écrite spécifiquement pour vous. Une lettre. Le rire de Terence était creux, brisé. Elle laisse des millions à Nathalie, et j'obtiens une lettre. La collection de bijoux contient quelques pièces significatives, a proposé Evelyne. Je ne veux pas de ces bijoux. Terence a claqué sa paume sur la table. Patricia a sursauté. Je veux ce qui m'a été promis. Je veux ce que j'ai gagné. Je veux ce que tu as gagné. Les mots sont sortis de moi avant que je ne puisse les arrêter. Calme, mais ils ont rempli la pièce. Tout le monde m'a regardé. Il m'a fixé. Je l'ai fixé en retour. Pour la première fois de ma vie, je n'ai pas détourné le regard en premier. Discutons des chiffres totaux, a dit Evelyne, et je pouvais entendre la plus légère satisfaction dans son ton professionnel. Evelyne a arrangé ses papiers avec un soin délibéré. Passant à Nathalie Lynn Caldwell de la succession de sa mère, la propriété au 127 Maple Drive évaluée à 680 000 $. La fiducie irrévocable évaluée à 1 340 000 $. Produit de l'assurance vie, 550 000 $. De plus, de la succession de son père, 40% des actifs liquides, soit environ 38 000 $. Elle a levé les yeux. Total, environ 2 608 000 $. Le chiffre était suspendu dans l'air, 2,6 millions de $. Ma mère, qui ne s'était jamais plainte, qui avait entretenu son jardin et préparé les dîners du dimanche et enduré tranquillement 35 ans d'être ignorée, m'avait laissé près de 3 millions de $. Terence ne s'est pas évanoui. Il a fait quelque chose de pire. Il s'est effondré. Savez-vous ce que j'ai perdu? Sa voix a monté, se brisant. En avez-vous la moindre idée? J'ai tout investi. Tout dans Caldwell Property parce que Denzel m'a dit que c'était à moi. L'héritage était à moi. Le nom était à moi. Il s'est levé si vite que sa chaise a gratté le sol. Tu étais censé te marier et disparaître. Il s'est tourné vers moi et il y avait quelque chose de désespéré et de laid sur son visage. C'est ce que Denzel a dit. C'est ce qu'il m'a promis. Tu allais trouver un mari et prendre son nom et nous t'offririons un beau mariage et ce serait tout. C'était le plan. Il t'a promis la vie de quelqu'un d'autre, ai-je demandé doucement. Je perds ma maison, mon mariage, tout ce que j'ai construit. Ses mains tremblaient. J'ai besoin de cet argent, Nathalie. Tu ne comprends pas? J'en ai besoin. Monsieur Caldwell, a dit Evelyne, votre situation financière n'est pas un motif pour contester un testament valide. Je ne conteste pas seulement. Je suis. Il s'est assis lourdement, la tête dans les mains. Je suis le fils. Je porte le nom Caldwell. Cela doit signifier quelque chose. Et voilà, la chose sur laquelle il avait construit toute son identité, le nom. La voix de grand-mère Dorothy a coupé la pièce comme de la glace.
Terence, sais-tu quand je t'ai rencontré pour la première fois? Il a levé les yeux, confus par le changement de sujet. Tu m'as rencontré quand j'étais petit. Je t'ai rencontré quand tu avais 3 ans au mariage de Denzel et Jennifer. Tu étais l'enfant d'honneur. Oui. Alors, j'ai demandé à la mère de Denzel, ta mère, dans quel hôpital tu étais né. Elle a dit Hartford General. Les yeux de Dorothy étaient durs. Tout le monde était figé, regardant. Pendant 49 ans, a poursuivi Dorothy, je me suis demandé pourquoi une mère n'aurait pas de photo de bébé de son plus jeune fils. L'air dans la pièce a changé. Grand-mère, ai-je dit doucement. Que dis-tu? Dorothy s'est tournée vers Evelyn. Pourriez-vous s'il vous plaît récupérer les documents que je vous ai donnés le mois dernier, ceux du détective privé? Evelyn a sorti une enveloppe scellée. Madame Whitfield a engagé un détective privé il y a 6 mois, a-t-elle expliqué, après le diagnostic de Jennifer. Elle voulait comprendre la situation familiale complète avant de finaliser les plans successoraux. Tu m'as enquêté? Terence s'est levé à nouveau. Tu n'avais aucun droit. J'avais tout à fait le droit de protéger les souhaits de ma fille, a dit Dorothy. Et ce que j'ai trouvé. Evelyn, s'il vous plaît, lisez le résumé. C'était le moment. La chose à laquelle ma mère avait fait allusion dans sa lettre, les dossiers de l'hôpital. Evelyn a ouvert l'enveloppe et a retiré une seule page. Selon les dossiers de l'hôpital de Hartford General, a-t-elle lu, aucun Terence Caldwell n'est né en 1973. Cependant, un Terence Morrison est né de Margaret Morrison le 15 juin 1973. Elle a produit un certificat de naissance. Margaret Morrison était la secrétaire du père de Denzel. Elle a donné le bébé à l'adoption. Les parents adoptifs, Robert et Eleanor Caldwell, les parents de Denzel. La salle est devenue absolument silencieuse. Les parents de Denzel vous ont adopté quand Denzel avait 6 ans, a poursuivi Evelyn. Les mots semblaient résonner. Aucun lien de sang. Pas un Caldwell. Non. La voix de Terence était à peine un murmure. Non, ce n'est pas. Je ne savais pas. Je jure que je ne savais pas. Patricia s'est levée. Tu m'as dit que tu étais l'héritier Caldwell. Tu as dit le nom, l'héritage. Tout était à toi par le sang. J'ai pensé. Terence a regardé entre nous tous, désespéré. Mes parents ne m'ont jamais rien dit. Denzel n'a jamais su. Comment Denzel pourrait-il ne pas savoir, a confirmé Dorothy. Mais Jennifer l'a découvert il y a 3 ans quand elle aidait à vider la succession de ta mère après sa mort. Elle a trouvé les papiers d'adoption dans un coffre de sûreté. Maman savait. J'ai regardé grand-mère. Pourquoi ne le lui a-t-elle pas dit? Parce qu'elle savait que ça le détruirait, a dit Dorothy. Elle n'était pas cruelle, Nathalie. Elle n'allait juste pas laisser sa fausse revendication te détruire. Terence s'est affaissé sur sa chaise. Toute sa combativité l'avait quitté. Le nom Caldwell, a-t-il dit à personne en particulier. Tout ce que j'ai construit, tout ce que je pensais être. C'est tout. C'est tout ce qui t'a été donné, a dit Dorothy, non sans gentillesse. Tu as été choisi, Terence. Adopté dans une famille qui te voulait. Cela aurait dû suffire. Patricia a saisi son sac à main. Il faut que j'y aille. Patricia. Terence a tendu la main vers elle. Ne fais pas ça. Elle a reculé. Tu m'as dit qu'on investissait dans l'héritage familial. Tu m'as dit que l'héritage était garanti. J'ai abandonné ma carrière parce que tu as dit qu'on serait en sécurité. Sa voix a craqué. J'ai épousé un mensonge. Elle est sortie. La porte s'est fermée derrière elle avec un clic doux qui semblait plus fort qu'un claquement l'aurait été. Terence est resté seul à la table, tout ce sur quoi il avait construit sa vie s'effondrant autour de lui. Et je n'ai rien ressenti. Pas de satisfaction. Pas de justification. Juste une sorte de tristesse creuse pour un homme qui avait été si désespéré d'avoir de l'importance qu'il avait fait en sorte que tous les autres se sentent comme s'ils n'en avaient pas. Nathalie, sa voix était faible. Je sais que je ne le mérite pas, mais s'il te plaît, nous sommes toujours de la famille. Aide-moi. Tout le monde m'a regardé. C'était le moment, le choix. J'ai pensé à la lettre de ma mère, à la miséricorde et à la justice, à la différence entre les deux.
Je ne vais pas te laisser devenir sans abri, ai-je dit doucement. L'espoir a scintillé dans ses yeux. Mais je ne vais pas non plus te sortir de mauvaises décisions que tu as prises alors que tu me traitais comme si j'étais sans valeur. L'espoir s'est éteint. Tu peux louer une chambre, ai-je poursuivi. Tu peux recommencer de la façon dont j'ai dû recommencer chaque fois que cette famille décidait que je n'étais pas assez. Mais n'importe quelle relation entre nous. J'ai fait une pause. Je me suis levé, j'ai pris mon sac. Maman t'a laissé une lettre aussi, n'est-ce pas, Evelyne? Oui, monsieur Caldwell. Voulez-vous que je la lise? Terence a hoché la tête. Il ne pouvait pas parler. Evelyne a ouvert une autre enveloppe. Cher Terence, a-t-elle lu. Je sais que tu es en colère, mais je veux que tu comprennes. Denzel t'a élevé pour croire que tu méritais tout. Je laisse à Nathalie ce qu'elle mérite. Non pas parce que je te déteste, mais parce que je l'aime. Tu as été adopté dans l'amour, Terence. Tu as été choisi, mais quelque part tu as oublié qu'être choisi était un cadeau, pas un droit. J'espère qu'un jour tu t'en souviendras, Jennifer. Je me suis dirigé vers la porte. Grand-mère m'a suivi. Derrière nous, Terence est resté seul à la table en acajou, Patricia partie, son identité brisée, tenant une lettre d'une femme qu'il avait vue plus clairement qu'il ne s'était jamais vu lui-même. À la porte, je me suis retourné. Maman t'aimait, ai-je dit. Mais elle m'aimait assez pour me protéger de toi. C'est ça la différence. Dehors, le soleil de l'après-midi était brillant, trop brillant pour la conversation que nous venions d'avoir. Grand-mère a passé son bras dans le mien. Tu as été miséricordieuse, a-t-elle dit. Je ne me sens pas miséricordieuse. Je me sens vide. Le vide est normal après une guerre, ma chérie. Tu te bats depuis 28 ans. Ton corps ne sait pas encore quoi faire de la paix. Nous avons marché jusqu'à la voiture en silence. J'étais millionnaire. Je possédais une maison. J'avais assez d'argent pour ne plus jamais m'inquiéter. Et tout ce à quoi je pouvais penser, c'était ma mère rencontrant Evelyne chaque mois pendant 8 ans, construisant cet avenir brique par brique, sachant qu'elle ne serait pas là pour le voir. Grand-mère, ai-je dit alors que nous atteignions la voiture. Est-ce qu'elle était au courant pour l'accident? Personne ne peut connaître une chose pareille, mais elle s'est préparée comme si elle savait. Dorothy est restée silencieuse un long moment. Ta mère s'est préparée parce qu'elle t'aimait, a-t-elle finalement dit. Elle aurait fait cela, qu'elle vive un jour de plus ou 30 ans de plus. Parce que l'amour ne consiste pas à être présent. Il s'agit de s'assurer que les personnes que tu aimes sont en sécurité, même quand tu ne peux pas l'être. Elle a sorti une boîte en velours de son sac à main. Elle voulait que tu aies ceci. Après la lecture, à l'intérieur se trouvait la bague en saphir, celle que grand-mère avait portée toute ma vie. Je ne peux pas. C'était la mienne, a dit Dorothy. Je l'ai donnée à Jennifer le jour de son mariage. Elle me l'a rendue quand elle a su qu'elle mourrait, pour que je puisse te la donner au bon moment. Elle l'a fait glisser sur mon doigt. Ajustement parfait. Maintenant, a dit grand-mère, rentrons à la maison. Tu as beaucoup de décisions à prendre. Mais aujourd'hui, tu te contentes de respirer. J'ai regardé en arrière vers la maison en briques brunes, vers Harrison et Cole, vers l'endroit où ma vie avait changé en l'espace d'une heure, et j'ai pensé, merci, maman. Merci de m'avoir vu. Merci de m'avoir sauvé. Merci de m'avoir aimé assez pour faire ce que tu ne pouvais pas faire pour toi-même. Le saphir a capté la lumière, bleu profond comme la liberté. Comme le ciel, comme les possibilités, comme de la lavande en pleine floraison. La première chose que j'ai faite avec mon héritage, c'est rien. Pendant 3 jours après la lecture du testament, je suis allé travailler. J'ai enfilé ma tenue. J'ai conduit jusqu'à la résidence Maplewood Senior Living et je me suis occupé de mes patients comme si le monde n'avait pas juste basculé. Madame Rosa avait besoin de ses médicaments. Monsieur Chin avait besoin d'aide pour sa thérapie physique. Les Harris dans la chambre 304 avaient besoin de quelqu'un pour écouter pendant qu'ils parlaient du mariage de leur petit-fils. Ils avaient besoin que je sois normale, alors je l'ai été. Tu es différente, Madame Rosa, a-t-elle dit le 3e jour. Je l'aidais à monter dans son fauteuil roulant pour le déjeuner, et elle m'observait avec ses yeux perçants qui voyaient tout. Différente. Comment? Plus légère,
comme si tu avais posé quelque chose de lourd que tu portais depuis longtemps. J'ai ajusté sa couverture, sans croiser son regard. Mes parents sont décédés récemment. Je sais, ma chérie. Je suis désolé. Elle a touché ma main. Mais ce n'est pas ce que je veux dire. Tu sembles plus libre, d'une certaine façon. Le mot m'a frappé plus fort qu'il n'aurait dû. Libre. Était-ce ce que ce sentiment était? Cette étrange légèreté qui continuait à me prendre au dépourvu. Ta maman, a poursuivi Madame Rosa, elle venait parfois rendre visite. Le savais-tu? Je me suis arrêté. Quoi? L'année dernière, pendant tes pauses déjeuner, elle s'asseyait dans la cour, te regardait à travers la fenêtre, travaillait avec les patients. Un jour, j'étais là-bas et je lui ai demandé pourquoi elle ne venait pas simplement dire bonjour. Ma gorge s'est serrée. Qu'a-t-elle dit? Madame Rosa a souri. Elle a dit, je ne veux pas interrompre. Je veux juste la voir être brillante. Tu vois, c'est exactement le mot qu'elle a utilisé. Brillante. Je me suis excusé et je suis allé dans la cage d'escalier. La même cage d'escalier où j'avais reçu l'appel concernant la mort de mes parents. Les mêmes marches en béton où je m'étais assise et où je ne pouvais plus respirer. Maintenant, je m'y suis assise à nouveau et j'ai pleuré. Mais pas par chagrin cette fois, par compréhension. Ma mère m'avait vu. Vraiment vu. Et elle pensait que j'étais brillante. 2 semaines après la lecture du testament, je me tenais devant le 127 Maple Drive avec Diane à mes côtés. La maison semblait la même, style colonial, 4 chambres, blanches avec des volets noirs. La pelouse avait besoin d'être tondue. Terence avait clairement arrêté de l'entretenir avant de partir. À travers le jardin latéral, je pouvais voir le jardin de lavande de ma mère. La plupart des plantes étaient mortes ou en dormance. Mais là, dans le coin où la clôture bloquait le pire du vent d'hiver, une nouvelle pousse perçait. Des pousses vert violet, têtues et vivantes. Tu n'es pas obligé d'entrer si tu n'es pas prête, a dit Diane. Je sais, mais j'ai besoin de voir ça. J'ai besoin de comprendre ce qu'elle m'a laissé. Ma clé fonctionnait maintenant. J'avais fait changer les serrures le jour suivant la lecture du testament, et il y avait quelque chose de profondément satisfaisant à tourner cette clé et à entendre le clic. À l'intérieur, la maison était calme, vide d'une manière qui n'avait rien à voir avec les meubles et tout à voir avec l'absence. Terence avait pris ses affaires et était parti. La maison était propre, soit par un reste de honte, soit parce qu'il avait été trop pressé pour la saccager. Les affaires de ma mère étaient toujours là. Ses lunettes de lecture sur la table de chevet. Sa robe de chambre suspendue dans le placard. Les fiches de recettes dans le tiroir de la cuisine. Chacune tachée et annotée de son écriture. J'ai parcouru les pièces lentement, en me souvenant. Le salon où papa regardait le football et m'ignorait. La cuisine où maman m'a appris à faire ses lasagnes. Ma chambre d'enfant, toujours peinte de la lavande qu'elle avait choisie quand j'avais 6 ans. Ta maman a choisi cette couleur, m'avait-elle dit à l'époque. C'est pour la protection, pour les nouveaux départs, pour ma brave fille. J'avais pensé qu'elle voulait juste dire que c'était joli. Dans sa chambre, j'ai trouvé un album photo sur la table de chevet. Petit, relié en cuir. Je ne me souvenais pas l'avoir vu avant. À l'intérieur, des photographies de moi de l'enfance à l'âge adulte, premier pas, premier jour d'école, remise de diplôme du lycée, remise de diplôme d'infirmière, chaque étape importante dont elle avait été témoin. Sur la première page, de son écriture soignée, pour ma plus brave fille. Page après page, ma vie en images, et sous chaque photo, une légende. Nathalie, 3 ans, première fois à aider au jardin. Elle a cueilli de la lavande pendant une semaine entière. 8 ans, a perdu sa première dent. Denzel a oublié. J'ai rendu sa spéciale. 16 ans, test de chimie 98%. Elle ne l'a pas dit à son père. Je l'ai encadré de toute façon. 22 ans, remise de diplôme d'infirmière. Denzel n'est pas venu. A dit qu'il avait une réunion. J'ai pris 200 photos parce que je savais qu'un jour elle voudrait se souvenir que quelqu'un était fier d'elle. J'étais si fier. J'ai cru que mon cœur allait exploser. Je me suis assise au bord de son lit et j'ai lu chaque légende, chaque petit moment qu'elle avait documenté. Chaque fois qu'elle avait été fière de moi, même quand personne d'autre ne faisait attention.
Diane m'a trouvé là 20 minutes plus tard, l'album sur les genoux, des larmes coulant sur mon visage. Et, a-t-elle dit doucement, en s'asseyant à côté de moi. Ça va? Elle m'a vu, ai-je dit. Toute ma vie, elle m'a vu. Et je ne le savais pas. Je pensais que j'étais seul dans cette famille, mais je ne l'étais pas. Elle était là. Elle était toujours là. Diane a passé son bras autour de moi. Qu'est-ce que tu vas faire de cet endroit? J'ai regardé autour de moi dans la chambre, les murs lavande, la fenêtre donnant sur le jardin. Je ne peux pas vivre ici, ai-je dit. Pas encore. Il y a trop de fantômes, trop de souvenirs de s'être sentie petite. Alors, tu le vends? Non, je ne peux pas le vendre non plus. C'est son amour, Diane. C'est son amour transformé en mur et en fenêtre et ce maudit jardin de lavande qu'elle entretenait chaque jour. Alors, qu'est-ce qu'on fait? J'y ai réfléchi. À ce que ma mère aurait voulu, à ce qui honorerait ce qu'elle avait construit. Je le loue, ai-je dit lentement. À quelqu'un qui en a besoin, quelqu'un qui l'appréciera, quelqu'un qui prendra soin du jardin. Tu es sûr? Non, mais je pense que c'est la bonne chose à faire. Nous sommes descendus ensemble. Dans la cuisine, il y avait un mot sur le comptoir. L'écriture de Terence. Nathalie, je suis désolé. Je sais que ce n'est pas suffisant, mais je le suis. T. J'ai plié le mot et je l'ai mis dans ma poche. Désolé n'était pas suffisant, mais c'était un début. L'appel est arrivé un mardi soir, 6 semaines après la lecture du testament. J'étais dans mon nouvel appartement, un 2 pièces que j'avais loué avec Diane près de l'hôpital. Petit mais lumineux, avec un balcon où j'avais commencé à faire pousser de la lavande dans des pots. Les plantes étaient minuscules, à peine plus que des semis, mais elles grandissaient. Le nom de Terence sur l'écran de mon téléphone me nouait toujours l'estomac. Bonjour, Nathalie. Sa voix était différente, plus petite d'une certaine façon. Je sais que tu as dit que tu avais besoin de temps, mais j'espérais. Pourrions-nous nous rencontrer? Juste un café, juste pour parler. J'ai failli dire non. J'ai failli raccrocher. Mais je me suis souvenu de la lettre finale de ma mère, tu as été adopté dans l'amour, Terence. Tu as été choisi. Où, ai-je demandé? N'importe où tu veux. Ton choix. Nous nous sommes rencontrés dans un café à West Hartford. Terrain neutre, public, facile à quitter si nécessaire. Terence était déjà là quand je suis arrivé. Il avait l'air différent. Le costume Hugo Boss avait disparu, remplacé par une chemise boutonnée simple et un pantalon kaki. Pas de Rolex. Ses cheveux étaient plus gris que dans mes souvenirs. Ou peut-être que je n'avais jamais regardé assez attentivement avant. Merci d'être venu, a-t-il dit alors que je m'asseyais. Je ne suis pas là pour te donner de l'argent. Je sais. Je ne suis pas là pour en demander. Il a enveloppé ses mains autour de sa tasse de café. Je suis là pour m'excuser. Pas parce que je veux quelque chose, parce que j'ai besoin de le dire. J'ai attendu. J'ai passé 52 ans à croire que l'on me devait des choses à cause d'un nom qui n'était même pas le mien, a-t-il dit. Je t'ai traité comme si tu n'étais rien parce que Denzel m'a traité comme si j'étais tout. Et je ne l'ai jamais remis en question. Je n'ai jamais pensé à ce que cela signifiait pour toi. Sa voix s'est brisée. J'ai perdu ma maison, mon mariage, mon entreprise. Et tu sais quelle est la pire partie? Je le méritais. J'ai mérité chaque parcelle de cela. Oui, ai-je dit doucement. Tu l'as fait. Il a levé les yeux, surpris par mon honnêteté. Tu n'as pas besoin de réconfort, Terence. Tu as besoin de vérité. Et la vérité est que tu as été cruel envers moi. Tu m'as fait sentir sans valeur pendant 28 ans. Tu m'as mise à la porte de ma propre maison avant que mes parents ne soient froids dans le sol. J'ai pris une respiration. Mais je pense aussi que tu ne savais pas qui tu étais, et c'est triste. Je l'ai trouvé, a-t-il dit brusquement. Qui? Ma mère biologique, Margaret Morrison. Elle a 75 ans. Vit à Boston. Nous avons déjeuné la semaine dernière. Je ne m'y attendais pas. Comment c'était? Elle a pleuré quand elle m'a vu. Son sourire était amer. Elle a dit qu'elle m'avait abandonné parce qu'elle pensait que les Caldwell m'offriraient une vie meilleure.
Elle pensait qu'ils me donneraient tout. Et ils l'ont fait, juste pas ce qui comptait. Non, a-t-il convenu. Pas ce qui comptait. Nous sommes restés silencieux un moment. Le café bourdonnait de conversations autour de nous, des gens normaux vivant des journées normales. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant, ai-je demandé. J'ai trouvé un travail dans la vente dans une société immobilière à Bridgeport. Pas mon entreprise, celle de quelqu'un d'autre. Je commence en bas. Il m'a regardé. J'ai 52 ans et je recommence à zéro comme si j'en avais 25. Cela doit être dur. C'est humiliant. Il a fait une pause. Nathalie, je sais que je ne mérite pas ton aide. Je sais que je ne mérite pas ton pardon, mais je veux que tu saches que Jennifer avait raison. J'ai été choisi. J'ai oublié que c'était un cadeau. J'ai pensé à ma mère, à ses 8 années de planification, à sa lettre finale disant à Terence qu'il avait été aimé. Je ne te donnerai pas d'argent, ai-je dit. Mais si tu veux prendre un café une fois par mois juste pour parler, je suis prête à essayer. Ses yeux se sont remplis de larmes. Pourquoi? Pourquoi ferais-tu ça? Parce que ma mère m'a appris que l'amour ne concerne pas ce que les gens méritent. Il concerne qui tu choisis d'être. Je ne sais pas si je peux être meilleur. Alors ne sois pas meilleur. Sois juste honnête. C'est tout ce que je demande. Nous avons fini notre café, avons prévu de nous revoir dans 4 semaines. Ce n'était pas le pardon. Pas encore. Peut-être jamais. Mais c'était la miséricorde. Et la miséricorde, j'apprenais, était son propre genre de force. 3 mois après la lecture du Testament, j'ai rencontré une conseillère financière nommée Rebecca Chin. Evelyne l'avait recommandée, une femme avec 20 ans d'expérience et, plus important encore, aucun intérêt à s'enrichir sur mon inexpérience. Voici ce que je recommande, a dit Rebecca, en faisant glisser un document sur son bureau. Nous gardons le fonds en fiducie investi. Ne retirez que ce dont vous avez besoin pour vos frais de subsistance. L'assurance vie va sur un compte d'épargne à haut rendement pour les urgences et les opportunités. Elle m'a regardé. Nous remboursons vos prêts étudiants immédiatement. C'est 45 000 $. Et vous continuez à travailler. Continuez à travailler. Je m'attendais à ce qu'elle suggère que je prenne ma retraite, que je voyage, que je fasse quelque chose d'extravagant. Vous aimez votre travail, n'est-ce pas? Oui. Alors l'argent ne devrait pas changer qui vous êtes, Nathalie. Il devrait vous donner des options, pas une échappatoire à vous-même. Alors c'est ce que j'ai fait. J'ai remboursé mes prêts étudiants. 6 ans de dette disparue en une seule transaction. Le soulagement était physique, comme si quelqu'un avait soulevé un poids de ma poitrine, je m'étais tellement habitué à le porter que j'avais oublié qu'il était là. J'ai gardé mon poste à Maplewood, je suis passé à l'équipe de jour parce que je n'avais plus besoin de la prime de nuit. J'ai pris une semaine de congé pour juste respirer, pour assimiler, pour comprendre que ma vie avait fondamentalement changé. Et puis j'ai pris une décision qui a surpris tout le monde, y compris moi-même. Je me suis inscrite à un programme d'infirmière praticienne. C'était quelque chose que je voulais depuis des années, la chance de diagnostiquer, de traiter, d'aider les patients d'une manière plus profonde. Mais le programme était cher, et entre mes anciens prêts étudiants et mes économies quasi inexistantes, cela avait toujours semblé impossible. Maintenant, ça ne l'était plus. J'ai utilisé l'argent de la fiducie, en suivant le plan prudent de Rebecca. Assez pour les frais de scolarité et les livres, le reste continuant de croître tranquillement en arrière-plan. Tu es sûr de ça, a demandé Diane quand je lui en ai parlé. Tu pourrais littéralement faire n'importe quoi. Voyager dans le monde, acheter une maison, ne plus jamais travailler. Je pourrais, ai-je convenu. Mais ce n'est pas la liberté, Diane. C'est juste du vide avec de l'argent. Je veux construire quelque chose. Je veux utiliser ce que maman m'a donné pour devenir plus de ce que je suis déjà. Elle m'a serré dans ses bras. Elle serait fière. J'espère. 6 mois après la lecture du Testament, j'ai reçu un appel d'Evelyn Cole. Nathalie, as-tu le temps de passer au bureau? Il y a quelque chose dont nous devons discuter. Je m'y attendais. La lettre finale, celle que ma mère avait marquée pour plus tard. Le bureau d'Evelyn semblait le même, lumière de l'après-midi à travers de hautes fenêtres, livres de droit tapissant les murs, l'odeur légère de vieux papier et de vernis à meubles.
Elle m'a tendu une enveloppe, papeterie couleur crème, l'écriture de ma mère. Elle a précisé que je devrais te donner ceci après 6 mois, a dit Evelyne. Elle voulait que tu aies le temps de traiter tout le reste d'abord. Je l'ai ouverte avec des mains tremblantes. Ma très chère Nathalie, si tu lis ceci, 6 mois ont passé. Tu as eu le temps de faire ton deuil, de comprendre, de t'adapter. Je veux te dire quelque chose que je n'ai pas pu dire de mon vivant. J'ai eu tort de rester avec ton père aussi longtemps que je l'ai fait. Tort de le laisser te rejeter. Tort d'attendre si longtemps pour te protéger. Mais j'avais raison sur une chose. Tu n'avais pas besoin de moi pour te rendre forte. Tu as toujours été forte. J'avais juste besoin de te donner les outils pour le voir. Voici ce que j'espère pour toi. J'espère que tu me pardonneras de ne pas être parti plus tôt. J'espère que tu pardonneras à Terence de ne pas mieux savoir. J'espère que tu te pardonneras d'avoir cru un jour que tu n'étais pas assez. Et surtout, j'espère que tu utiliseras ta liberté non pas pour punir quelqu'un, mais pour construire la vie que je n'ai pas pu. L'amour ne concerne pas l'argent, chérie. Mais l'argent peut acheter du temps, de la sécurité et du choix. Utilise-le sagement. La lavande dans notre jardin, je l'ai plantée le jour de ta naissance. Lavande pour la protection, pour la paix, pour les nouveaux départs. Maintenant va planter ton propre jardin. Je t'aime plus que toute la lavande dans tous les jardins du monde, pour toujours. Maman. PS, il y a une chose de plus. Un coffre-fort à la Hartford Trust Bank. La clé est avec Evelyne. À l'intérieur se trouve quelque chose dont je veux que tu décides. J'ai levé les yeux vers Evelyne. Elle tenait déjà une petite clé. Le coffre-fort à la Hartford Trust Bank était petit, sans prétention. L'agent de banque nous a conduites à la chambre forte, nous a laissés seuls. À l'intérieur du coffre, 50 000 $ en espèces, soigneusement bandés, et une note, pour Terence si tu décides qu'il l'a mérité. Ou pour quelqu'un d'autre qui a besoin d'une seconde chance. Ton choix, Nathalie. Tu décides qui mérite la grâce. J'ai fixé l'argent. 50 000 $. Assez pour sauver Terence de ses pires dettes. Assez pour lui donner un vrai nouveau départ. Mais ma mère ne le lui avait pas laissé. Elle m'avait laissé le soin de décider. À quoi penses-tu, a demandé Evelyne. Je pense que ma mère me testait une dernière fois. Te tester comment? Pour voir si j'avais appris la différence entre la justice et la vengeance, entre la miséricorde et l'activation. J'ai touché la note. Elle savait que je serais en colère. Elle savait que j'aurais tout à fait le droit de laisser Terence se noyer dans les conséquences de ses choix. Et elle voulait que je choisisse quand même. J'ai pensé à Terence au café, recommençant à 52 ans. À Margaret Morrison abandonnant son bébé, espérant une vie meilleure. Au nom Caldwell qui avait empoisonné un homme qui n'avait jamais su qu'il n'était pas vraiment le sien. Je ne lui donne pas l'argent liquide, ai-je dit. Evelyne a hoché la tête, sans surprise. Mais je vais l'investir dans une fiducie pour lui. Il ne peut pas toucher au capital, mais il peut utiliser le revenu mensuel, peut-être 2000 $ par mois. Assez pour l'aider à se reconstruire, mais pas assez pour retomber dans de vieux modèles. C'est généreux. C'est stratégique, ai-je corrigé. Si je lui donne de l'argent liquide, il le dépensera en essayant d'être ce qu'il était. Si je lui donne un revenu stable, il doit construire quelque chose de nouveau. Et s'il ne le fait pas, alors l'argent revient vers moi et va vers quelque chose d'utile. J'ai fermé le coffre-fort. Dans les deux cas, j'ai essayé. C'est tout ce que maman voulait, que j'essaie. De retour dans le bureau d'Evelyne, j'ai signé les papiers établissant la fiducie pour Terence. Ensuite, j'ai pris une décision de plus. La maison, ai-je dit, j'ai décidé quoi en faire. Oh. Je veux la vendre, mais pas sur le marché ouvert. J'y pensais depuis des semaines. Je veux la vendre à une acheteuse spécifique, une mère célibataire, une infirmière dans un autre hôpital. Elle a 2 filles, âgées de 6 et 9 ans. Elle essaie de sortir d'une mauvaise situation locative depuis des années. Tu veux lui vendre au prix du marché? Non, je veux lui vendre exactement ce qu'elle peut se permettre, quel que soit ce nombre. Evelyne a souri. Ta mère approuverait. Je sais. Et il y a une chose de plus. J'ai pris une respiration.
Je veux lancer une fondation. La fondation Jennifer Caldwell pour les filles sans défenseur. Aide juridique pour les femmes dans les litiges successoraux. Bourse d'études en soins infirmiers pour les femmes dans les familles patriarcales. Tout ce pourquoi ma mère a dû se battre seule, je veux que d'autres femmes aient de l'aide avec. C'est ambitieux. J'ai l'argent. J'ai la raison. Et j'ai le temps. J'ai croisé ses yeux. M'aideras-tu? Je serais honoré. Un an après la lecture du testament, je me tenais dans l'arrière-cour du 127 Maple Drive et je regardais deux petites filles s'occuper du jardin de lavande de ma mère. La maison avait une nouvelle famille maintenant, Maria Gonzalez et ses filles, Emma et Sofia. Elles avaient emménagé il y a 3 mois, et la maison semblait déjà différente, vécue, aimée, pleine du genre de chaos qui vient avec les enfants et l'espoir. Le jardin de lavande était énorme maintenant. Ce qui était des tiges mourantes était maintenant des fleurs violettes pleines. Les filles s'y étaient mises avec enthousiasme, apprenant les noms de chaque variété, comprenant lesquelles avaient besoin de plus d'eau, lesquelles préféraient l'ombre. Mademoiselle Nathalie. Emma, la plus jeune, a couru vers moi. Regarde, la Hidcote est en fleurs. Je me suis agenouillé à sa hauteur. C'est magnifique. Tu en prends si bien soin. Maman dit que ta maman a planté ce jardin quand tu es né. Elle l'a fait. Pourquoi la lavande? J'ai touché l'une des fleurs violettes, libérant son parfum dans l'air. Elle m'a dit une fois que la lavande signifie de nouveaux départs. Elle voulait que je sache que même quand les choses sont dures, il y a toujours quelque chose de beau qui pousse en dessous. Sophia, la sœur aînée, nous a rejointes. Elle te manque? Chaque jour. Mais je la sens aussi partout dans ce jardin, dans les choix que je fais, dans la gentillesse que j'essaie de montrer. Étais-tu en colère contre elle pour être morte? Les enfants posaient les questions que les adultes ne poseraient pas. J'appréciais cela. Pendant un moment, ai-je admis, mais ensuite j'ai réalisé qu'elle ne m'avait pas quitté. Elle m'avait préparé. Maria a appelé depuis la maison. Les filles, à dîner. Nathalie, tu restes, n'est-ce pas? J'adorerais. Alors que nous marchions vers la maison, j'ai vu une voiture se garer. La voiture de Terence. Une Honda Civic maintenant, pas la BMW. Il est sorti en tenant une enveloppe. Je ne savais pas que tu serais ici, a-t-il dit maladroitement. Chèque mensuel, ai-je demandé, en faisant un signe de tête vers l'enveloppe. Ouais, $500 pour la fiducie. Il avait insisté pour rembourser quelque chose, même si les termes de la fiducie ne l'exigeaient pas. Je voulais le déposer en personne. Comment va le travail? Bien. Lent, mais bien. J'apprends l'humilité. Il a souri, et cela semblait authentique. C'est étonnamment éducatif. Une autre voiture est arrivée. La Honda Odyssey de Diane, elle avait apporté le dessert comme promis puis une Lincoln Town Car. Grand-mère Dorothy aidée par sa nouvelle amie de Maplewood, où elle vivait maintenant en résidence assistée. Famille, pas celle dans laquelle je suis né, celle que j'ai construite. Nous avons dîné ensemble. L'incroyable arrose con polo de Maria. Le gâteau au chocolat de Diane. Les histoires de grand-mère sur ma mère quand elle était une jeune femme. Les filles ont posé des questions. Terence était calme mais présent. Et pour la première fois de ma vie, je me sentais complètement, entièrement entière. La fondation Jennifer Caldwell a ouvert ses portes le jour de ce qui aurait été le 58e anniversaire de ma mère. Le bureau était petit, une maison en briques brunes rénovée à Hartford, non loin du cabinet d'Evelyn. Mais c'était le nôtre. En 2 ans, nous avions aidé 127 femmes à naviguer dans des litiges successoraux. Nous avions fourni une aide juridique, une planification financière et un soutien émotionnel. Nous avions financé 19 bourses d'études en soins infirmiers. Nous avions connecté des filles avec des ressources que leur mère n'avait jamais eues. J'avais obtenu mon diplôme de mon programme d'infirmière praticienne. Je travaillais 3 jours par semaine à Maplewood, 2 jours à la fondation. L'équilibre semblait juste. Diane avait emménagé de façon permanente. Nous avions acheté une maison ensemble. Rien de fantaisiste, juste un 3 pièces avec un jardin assez grand pour un vrai jardin de lavande. Terence et moi prenions un café une fois par mois comme une horloge. Il avait rencontré la famille de sa mère biologique. Il se reconstruisait lentement.
Nous n'étions pas proches, mais nous étions honnêtes. C'était assez. Grand-mère Dorothy avait 83 ans maintenant, vive comme toujours, vivant à Maplewood et terrorisant les autres résidents avec son esprit. Elle avait écrit un mémoire intitulé Élever une guerrière, comment Jennifer Caldwell a sauvé sa fille. C'était en phase de révision. Patricia avait déménagé en Californie. J'ai entendu dire qu'elle avait lancé un blog sur la récupération après une manipulation financière. Tant mieux pour elle. Et moi? Je me tenais dans le bureau principal de la fondation, regardant le mur de photos, les femmes que nous avions aidées. Des histoires de filles qui avaient été rejetées, négligées, à qui on avait dit qu'elles ne comptaient pas. Jusqu'à ce que quelqu'un leur montre qu'elles comptaient. Mon téléphone a vibré. Un SMS d'Emma, la plus jeune fille du 127 Maple Drive. Mademoiselle Nathalie, le jardin est incroyable cette année. Peux-tu venir le voir demain? J'ai répondu, j'y serai. La porte s'est ouverte derrière moi. Une femme dans la trentaine, nerveuse, serrant un dossier. Bonjour, a-t-elle dit. Je suis Sarah. J'ai appelé à propos d'eux. Mon père vient de mourir et mon frère dit que je n'ai droit à rien parce que je suis adopté et je ne sais pas quoi faire et quelqu'un m'a dit que vous pourriez peut-être aider. J'ai fait un geste vers une chaise. Asseyez-vous. Dites-moi tout. Elle l'a fait. Cela a pris 1 heure. Quand elle a fini, j'ai pu me voir dans son histoire, le rejet, la peur, la croyance qu'elle ne méritait peut-être vraiment rien. Sarah, ai-je dit doucement, tout va bien se passer. Nous allons vous aider. Et je veux que vous sachiez une chose. Votre valeur n'est pas déterminée par un testament ou un nom ou qui quelqu'un d'autre a décidé qui était plus important. Vous êtes déjà assez. Ses yeux se sont remplis de larmes. Comment savez-vous? Parce que quelqu'un m'a dit la même chose une fois, et je vais continuer à transmettre cela jusqu'à ce que chaque fille sache qu'elle vaut la peine d'être protégée. Ce soir-là, j'ai conduit jusqu'au jardin commémoratif de Hartford. C'était le printemps, 2 ans et 1 mois après la mort de mes parents. Le chêne au-dessus de leur tombe bourgeonnait, de nouvelles feuilles se déployant dans l'air chaud. J'ai apporté de la lavande de mon jardin, les tiges que j'avais fait pousser à partir de boutures des plantes originales de maman, violettes et parfumées et vivantes. Je les ai placées sur sa tombe, puis je me suis assise dans l'herbe. Et, maman. Je sais que je te parle chaque semaine, mais aujourd'hui semblait important. Un oiseau chantait quelque part dans le cimetière. La fondation prospère. Nous aidons des gens, de vraies personnes avec de vraies histoires comme la mienne, comme les nôtres. J'ai tracé son nom sur la pierre tombale. Ils avaient finalement installé le marqueur permanent, Jennifer et l'année Caldwell, 1969 à 2025. Elle a planté des jardins et des filles. Grand-mère avait choisi l'inscription. C'était parfait. J'ai pardonné à Terence, non pas parce qu'il l'a mérité, mais parce que tu m'as appris que la miséricorde ne concerne pas le mérite. Elle concerne le choix d'être meilleur que la blessure que tu as reçue. Le vent s'est levé, portant le parfum de la lavande. Je t'ai pardonné, aussi, de rester aussi longtemps que tu l'as fait, de ne pas partir quand tu le voulais. Je comprends maintenant. Tu faisais ce que tu pensais être le mieux, et tu te préparais, toujours en train de te préparer. J'ai fermé les yeux. Mais surtout, maman, je me suis pardonné de croire que je n'étais pas assez. De penser que j'avais besoin de mériter l'amour. Pendant toutes ces années, j'ai pensé que j'étais le problème. Quand j'ai ouvert les yeux, le soleil se couchait, peignant le ciel dans des tons de violet et d'or. Je construis mon propre jardin maintenant, et c'est magnifique. C'est tout ce que tu voulais pour moi. La liberté, le choix, une vie où je n'ai pas à prouver ma valeur parce que je la connais déjà. Je me suis levé, j'ai épousseté l'herbe de mon jean. Les gens me demandent si je suis en colère à propos des 28 années que j'ai passées à me faire dire que je n'étais pas assez bien. Je ne suis plus en colère, parce que ces années m'ont appris quelque chose que tu savais depuis le début, la valeur ne se donne pas. Elle ne s'hérite pas. Elle n'est pas déterminée par le sexe ou le sang ou l'ordre de naissance. J'ai touché la lavande sur sa tombe. La valeur est ce que vous construisez quand personne ne regarde. Ce sont les veillées au chevet à 2 heures du matin, les doubles vacations, les moments où vous vous présentez quand tout le monde s'en va. C'est la préparation tranquille, la planification secrète, l'amour qui travaille dans l'ombre pour que quelqu'un d'autre puisse se tenir dans la lumière. Le cimetière était vide maintenant,
juste moi et les tombes, et le souvenir d'une femme qui m'avait aimé plus que la lavande et toutes les bonnes choses. Tu ne m'as pas donné d'argent, maman. Tu m'as donné la permission de croire que j'étais toujours assez. J'ai marché jusqu'à ma voiture. Dans le rétroviseur, je pouvais voir le cimetière s'estomper dans le crépuscule, mais la lavande sur sa tombe captait encore la dernière lumière. Violette et brillante et impossible à manquer. La fondation Jennifer Caldwell a aidé 127 filles à échapper au système d'héritage patriarcaux au cours de ces 2 premières années. Chaque fille mérite un défenseur. Chaque femme mérite de connaître sa valeur. Chaque famille devrait reconnaître que l'amour ne se mesure pas au sexe. Cette histoire est dédiée à chaque fille à qui l'on a dit qu'elle n'était pas assez. Tu le es. Tu l'as toujours été. Pour des ressources sur la planification successorale et vous protéger légalement, visitez le site web de la Fondation. En mémoire de toutes les mères qui ont préparé des jardins dont leurs filles hériteraient.